Analphabète stupide, cria le millionnaire quand la serveuse ne put pas lire le nom du vin français. Mais ce qu'elle dit le fit fondre en larmes. Le restaurant Le Ciel de Paris brillait comme un joyau dans la nuit parisienne. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les tables drapées de blanc où la haute société se délectait de mets raffinés et de vins hors de prix. Entre ces tables circulait Élodie Lenoir, serveuse de 28 ans au pas pressé et au regard toujours attentif. Ce soir-là, Élodie avait l'esprit ailleurs. Sa mère adoptive, Madame Josette, avait eu un rare moment de lucidité le matin même, après des semaines perdues dans les brumes de l'Alzheimer. Pascal Beaumont, avait murmuré la vieille dame en serrant la main d'Élodie. « Tu dois trouver Pascal Beaumont ?» Ces mots avaient ravivé une douleur familière. Celle de l'enfant sans origine, Élodie avait toujours su qu'elle n'était pas la fille biologique de Josette. Ce qu'elle ignorait, c'était qui étaient ses véritables parents et pourquoi ils l'avaient abandonnée. « Qui est Pascal Beaumont, maman ?» avait-elle demandé, en s'agenouillant près du lit. Madame Josette avait alors fouillé sous son oreiller et en avait sorti un petit coffret en bois. À l'intérieur, reposait une médaille en or avec les initiales BB gravées au dos. « À toi, ta mère, Sophie voulait que tu l'aies », avait balbutié Josette, avant que son regard ne s'éteigne à nouveau. Retournant dans cette prison invisible qui la coupait du monde, Élodie avait glissé la médaille autour de son cou, sous son uniforme de serveuse. Elle la touchait maintenant, distraitement, alors qu'elle prenait la commande d'un couple de touristes américains. « Mademoiselle, la carte des vins, s'il vous plaît. » La voix impérieuse la tira de ses pensées. Élodie se précipita vers la table du fond, où un groupe d'hommes d'affaires célébrait autour d'une table royale. L'homme qu'il avait appelé trônait au centre. La soixantaine distinguée, costume sur mesure, cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, une assurance qui révélait des décennies de pouvoir incontesté. « Toutes mes excuses, monsieur », dit-elle en tendant la carte des vins. L'homme la parcourut d'un œil expert. « Nous prendrons le Barolo Monfortino 2010. » Élodie nota la commande et revint quelques minutes plus tard avec la bouteille. C'est alors qu'une jeune femme élégante rejoignit la table, embrassant l'homme sur la joue. « Désolée pour le retard, Pascal chéri, le trafic était épouvantable, » dit-elle en s'asseyant. Pascal, le cœur d'Élodie manqua un battement. Elle examina discrètement l'homme, tandis qu'elle présentait l'étiquette de la bouteille. « Le Barolo, Mon » balbutia-t-elle. Butant sur la prononciation du vin italien, « Monfortino » corrigea sèchement l'homme, puis, se tournant vers ses convives avec un sourire condescendant, « Ces restaurants devraient former leur personnel. Comment peut-on servir des vins dont on ne sait même pas prononcer le nom ?» Les hommes ricanèrent poliment. La jeune femme eut un sourire gêné. « Monfortino » répéta Élodie, les joues brûlantes de honte. Elle déboucha la bouteille, les mains légèrement tremblantes, en se penchant pour servir. La médaille glissa hors de son col et se balança au-dessus de la table. « Analphabète stupide !» explosa soudain l'homme. Frappant la table du plat de la main, ne peuvent-ils pas engager du personnel compétent dans cet établissement ? Le restaurant entier se figea. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. 7 ans à servir les caprices des riches lui avaient appris à encaisser sans broncher. « Toutes mes excuses, monsieur », dit-elle dignement. C'est alors qu'elle le remarqua. En levant son verre, la manche de l'homme remonta légèrement, révélant une marque de naissance en forme de demi-lune sur son poignet, identique à celle qu'Élodie portait depuis sa naissance. Le choc la fit reculer d'un pas. Son regard passa de la marque au visage de l'homme, puis à sa médaille qui pendait maintenant visiblement sur sa poitrine. L'homme fronça les sourcils, suivant son regard. Ses yeux s'arrêtèrent sur la médaille. Une ombre passa sur son visage, comme un nuage devant le soleil. « Où avez-vous eu cela ?» demanda-t-il d'une voix soudain éteinte. Dans la salle silencieuse, le temps sembla suspendu. À une autre table, Antoine Mercier, le comptable de longue date des entreprises Beaumont, observait la scène avec une appréhension grandissante. Il reconnaissait cette médaille. Il savait exactement à qui elle avait appartenu. « Delphine », dit Pascal à sa compagne sans quitter Élodie des yeux. « Attends-moi dans la voiture. Mais Pascal, nous venons d'arriver, et c'est ton anniversaire de... Dans la voiture », répéta-t-il d'un ton qui n'admettait aucune réplique, quand la salle eut retrouvé son animation habituelle et que les convives se furent éloignés sur l'insistance d'Antoine. Pascal fit signe à Élodie d'approcher. « Cette médaille »,
commença-t-il en la désignant du menton. « Comment est-elle en votre possession ? Quelque chose dans son arrogance, dans l'humiliation qu'il lui avait infligée, dans les années d'incertitude et dans les paroles de Madame Josette ce matin-là, quelque chose se brisa en Élodie. 28 ans de questions sans réponse explosèrent en une seule phrase. « Je suis la fille de Sophie Lenoir, qui travaillait comme gouvernante dans votre maison, la fille que vous avez abandonnée il y a 28 ans quand elle est tombée enceinte. » Le visage de Pascal Beaumont se décomposa. Ce n'était pas l'indignation qu'Élodie attendait, mais un choc profond, authentique. « Sophie, murmura-t-il, Sophie est votre mère ?» La question semblait sincère, trop sincère, comme s'il ignorait réellement. « Monsieur Beaumont », intervint doucement Antoine en posant une main sur l'épaule de son patron. « Je crois que nous devrions continuer cette conversation ailleurs. » Pascal ne réagit pas immédiatement. Il fixait Élodie, scrutant chaque détail de son visage, comme s'il cherchait à y déceler des traces d'un fantôme. « Sophie ne m'a jamais dit, » commença-t-il avant de s'interrompre. « Elle a juste disparu. » Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme qu'elle avait imaginé comme un monstre sans cœur semblait aussi perdu qu'elle. « Ma mère adoptive m'a donné cette médaille ce matin, » dit-elle en la tenant entre ses doigts. « Elle m'a dit de vous trouver. » Le directeur du restaurant s'approcha, alerté par la scène inhabituelle. « Un problème, monsieur Beaumont. » Pascal se redressa, retrouvant instantanément son masque d'assurance. « Aucun, » répondit-il froidement, puis, se tournant vers Élodie, « Nous parlerons de ceci, mais pas ici, pas maintenant. » Il sortit une carte de visite et la lui tendit. « Appelez ce numéro demain à 10 heures précises. » Sur ce, il quitta le restaurant d'un pas rapide, laissant derrière lui une Élodie tremblante et un Antoine Mercier manifestement troublé. Ce soir-là, en rentrant dans le petit appartement qu'elle partageait avec Madame Josette, Élodie trouva sa mère adoptive profondément endormie sur la table de chevet. Un vieux journal était ouvert à la page économique. Une photo jaunissante montrait un jeune Pascal Beaumont recevant un prix d'excellence. Sous l'oreiller de Josette dépassait le coin d'une enveloppe jaunie. Élodie la tira doucement. Elle était adressée à Pascal Beaumont, d'une écriture fine qu'elle ne reconnaissait pas. L'enveloppe était cachetée, comme si elle attendait depuis des années d'être ouverte. La main d'Élodie trembla en la tenant à la lumière. Était-ce là que se trouvaient les réponses qu'elle cherchait depuis toujours ? Antoine Mercier fixait le plafond de sa chambre d'hôtel. Le sommeil le fuyait. La scène au restaurant repassait en boucle dans son esprit. Cette fille, cette médaille, cette marque de naissance. Il se leva et se dirigea vers sa mallette. En tira un petit carnet usé qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. À l'intérieur, une vieille photo, Sophie Lenoir, souriant timidement à l'appareil, la même médaille dorée brillant à son cou. 28 ans, murmura-t-il en caressant la photo du bout des doigts. Et maintenant, tout remonte à la surface. Son téléphone vibra sur la table de nuit. « Pascal, j'espère que tu as une bonne raison de m'appeler à cette heure, » répondit-il, tentant de masquer son anxiété. « Tu le savais ?» La voix de Pascal était glaciale. « Tu savais pour cette fille. » Antoine ferma les yeux, sentant le poids de décennies de silence. « Pas au téléphone, Pascal. Dans mon bureau. 8 heures. Et apporte tout ce que tu as sur Sophie Lenoir. » La ligne coupa sèchement. Antoine rangea le carnet et la photo. Sachant que le temps des secrets était révolu, Élodie n'avait pas dormi. L'enveloppe jaunie reposait sur sa petite table de cuisine. Intacte, elle voulait l'ouvrir. Mais quelque chose la retenait. La peur. Peut-être de ce qu'elle pourrait découvrir, ou un étrange respect pour cette lettre qui n'avait jamais atteint son destinataire. À l'aube, Madame Josette eut un moment de clarté. Élodie lui prépara son thé préféré, s'assit au bord du lit et lui raconta sa rencontre avec Pascal Beaumont. « Je l'ai trouvé. Maman, comme tu me l'as dit. » Le regard de Josette s'éclaircit. « La médaille, tu l'avais ?»« Oui, et il l'a reconnue. » Josette prit la main d'Élodie, ses doigts noueux serrant avec une force surprenante. « Ta mère, Sophie, elle t'aimait plus que tout. » Des larmes coulèrent sur ses joues ridées. « Elle voulait que tu connaisses ton père, mais... »« Mais quoi, maman? Que s'est-il passé ?» Le brouillard revint dans les yeux de Josette. Sa main se détendit, et son regard se perdit à nouveau dans le vide. Élodie soupira, habituée à ces moments cruels, où la lucidité apparaissait, puis disparaissait comme une vague. Son regard tomba sur l'enveloppe. Si sa mère ne pouvait plus lui parler,
Peut-être que cette lettre le ferait. Le siège des entreprises Beaumont occupait un immeuble art déco au cœur du 8e arrondissement. Pascal, déjà à son bureau malgré l'heure matinale, contemplait la ville qui s'éveillait. Il n'avait pas dormi non plus. Sophie, comment avait-il pu l'oublier? Non, pas l'oublier. Jamais. Mais l'enfouir si profondément, la jeune gouvernante aux yeux verts, qui récitait Verlaine en époussetant sa bibliothèque, leur liaison de 6 mois, secrète, intense, puis sa disparition soudaine, cette lettre de démission froide et impersonnelle qui ne lui ressemblait pas. Camille lui avait dit que Sophie était partie avec un autre homme. Il l'avait cherchée, en secret, pendant des mois, sans résultat, puis il l'avait abandonnée, convaincu de son indifférence. Et maintenant, cette fille surgissait avec la médaille qu'il avait offerte à Sophie pour son anniversaire. « Une fille », murmura-t-il. « J'ai une fille ». La porte s'ouvrit sur Antoine, dossier en main, visage fermé. « Tu as intérêt à tout me dire », lança Pascal sans préambule. Antoine posa le dossier sur le bureau. « Je ne savais pas tout au début. Quand Sophie est partie, j'ai trouvé cela étrange, comme toi. Elle était ma cousine éloignée. Tu te souviens ? C'est moi qui l'avais recommandée pour le poste. » Continue. « Quelques mois après son départ, j'ai appris qu'elle était enceinte. J'ai fait des recherches discrètes, craignant un scandale qui aurait affecté l'entreprise et... » Il hésita. « Et ton mariage ?» Pascal se leva brusquement. « Ah, tu savais qu'elle portait mon enfant, et tu ne m'as rien dit. Comment pouvais-je être sûre que c'était le tien? Et même si je l'avais été, qu'aurais-tu fait? Quitter Camille, détruire ton mariage, risquer un scandale, compromettre ton empire naissant ?» Pascal le fixa avec intensité. « Ce n'était pas à toi de décider. »« Non, » admit Antoine. « Mais c'est fait. Sophie est décédée en donnant naissance à cette fille, Élodie. Elle a été recueillie par Madame Josette, une amie de Sophie. Morte. » La voix de Pascal se brisa. Il s'affaissa dans son fauteuil. « Sophie est morte en donnant naissance à mon enfant, et je n'en ai jamais rien su. » Antoine sortit une enveloppe de sa poche intérieure. « J'ai établi un fonds discret pour Josette et l'enfant, de petites sommes, régulières, suffisantes pour qu'elle ne manque de rien d'essentiel. De la charité, » cracha Pascal. « Ma fille a vécu de la charité pendant que Julien dilapidait des millions en jets privés et fêtes extravagantes. Ce n'était pas de la charité, c'était une dette d'honneur. » Un silence pesant s'installa. Pascal se tourna vers la fenêtre. « Arrange un test ADN, » ordonna-t-il finalement, discrètement. « Et je veux savoir tout sur cette fille, tout. » Dans le luxueux appartement qu'il partageait avec sa femme, Julien Beaumont raccrocha son téléphone avec irritation. Son informateur au sein de l'entreprise venait de lui raconter la scène du restaurant et la réunion matinale entre son père et Antoine. « Que se passe-t-il » demanda sa femme, Isabelle, encore ensommeillée. « Rien d'important », mentit-il en se servant un whisky. Malgré l'heure, en réalité tout était important. À 45 ans, Julien gérait officiellement les finances de l'empire familial, mais officieusement, il luttait pour maintenir à flot son style de vie somptueux et rembourser d'énormes dettes de jeu. Depuis des années, il détournait des fonds de l'entreprise, comptant sur la confiance aveugle de son père et la discrétion achetée de quelques comptables. Antoine Mercier, cependant, demeurait incorruptible. Julien le soupçonnait depuis longtemps de réunir des preuves contre lui, sans jamais agir par loyauté envers Pascal. Une prétendue fille cachée, marmonna-t-il en avalant son whisky. C'est trop parfait pour être une coïncidence. Il alluma son ordinateur et commença à chercher des informations sur Élodie Lenoir. Si cette femme voulait une part du gâteau familial, il devait la neutraliser avant qu'elle ne devienne une menace réelle. Élodie fixait la lettre ouverte dans ses mains tremblantes. Les mots dansaient devant ses yeux. Elle lisait lentement, difficilement, maudissant ses lacunes, à l'école. Elle avait toujours été celle qui restait en retrait, qui abandonnait avant d'avoir vraiment commencé. Le travail l'avait appelée trop tôt. La lecture était restée un luxe qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. « Cher Pascal », commençait la lettre, « quand tu liras ces mots, je serai peut-être déjà partie. Je porte ton enfant, notre enfant, un miracle que je n'attendais pas mais que j'accueille avec tout mon amour. » Des larmes coulèrent sur ses joues. La voix de sa mère lui parlait à travers le temps, une voix aimante, courageuse.
Désespérée, je n'ai jamais voulu cacher ma grossesse, mais Camille m'a surprise, alors que je venais te l'annoncer. Elle m'a menacée, m'a forcée à quitter le manoir sur le champ, en jurant que si je tentais de te contacter, elle utiliserait son influence pour détruire toutes mes chances de trouver un emploi ailleurs. Élodie serra la lettre contre son cœur. Sa mère n'avait pas abandonné. Elle avait été chassée, menacée, puis la mort l'avait arrachée trop tôt à sa fille. Son téléphone sonna, la ramenant au présent. Un numéro inconnu. Mademoiselle Lenoir, une voix masculine, professionnelle. Je suis le secrétaire de Monsieur Beaumont. Il souhaite vous rencontrer aujourd'hui à 14h. Élodie regarda la lettre, puis la photo de sa mère sur la commode. Une jeune femme aux yeux verts et au sourire doux. « Dites-lui que j'y serai », répondit-elle. Elle raccrochait à peine quand la sonnette retentit. Sur le palier se tenait une jeune femme élégante, environ 30 ans, au regard franc et bienveillant. « Bonjour », dit l'inconnu avec un sourire chaleureux. « Je suis Amélie Beaumont. Puis-je entrer ? J'aimerais vous parler de mon père, Pascal. » Élodie fixait Amélie Beaumont avec stupéfaction. La fille de Pascal se tenait dans l'entrée de son modeste appartement, élégante dans son tailleur crème, mais avec une simplicité qui contrastait avec l'arrogance de son père. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Élodie, sur la défensive. « Mon père n'est pas le seul à avoir des ressources, » répondit Amélie avec un léger sourire. « Je peux entrer. Je vous promets que je viens en paix. » Élodie hésita puis s'écarta pour la laisser passer. L'état de l'appartement lui sauta soudain aux yeux. Le papier peint défraîchi, les meubles usés, les médicaments de Madame Josette sur la table. Une vague de honte la submergea. « C'est modeste, » dit-elle maladroitement. « C'est chaleureux, » corrigea Amélie en s'asseyant sur le canapé élimé. « Bien plus que la maison où j'ai grandi. » Un silence inconfortable s'installa. De la chambre voisine provenaient les ronflements légers de Madame Josette. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda finalement Élodie. « Votre père vous a envoyé. » Amélie secoua la tête. « Mon père ignore ma visite, en fait. Nous sommes récemment réconciliés. J'ai passé des années à rejeter son monde, sa fortune, tout ce qu'il représentait. » Élodie la dévisagea avec curiosité. Cette femme ne ressemblait en rien à l'image qu'elle s'était faite de la famille Beaumont. « Je dirige un programme d'alphabétisation pour adultes dans le 19e arrondissement, » continua Amélie. « Ma mère était professeure d'université. Elle n'a jamais voulu l'argent de mon père non plus. Votre mère, ce n'est pas Camille. » « Non, Camille était la mère de Julien, mon demi-frère. Ma mère s'appelait Claire. Elle a eu une brève relation avec mon père après le décès de Camille. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement. Alors, nous sommes demi-sœurs ? Probablement, compléta Amélie. Si ce que vous avez dit à mon père est vrai, Élodie sortit la lettre de sa poche. Ma mère l'a écrite avant de mourir. J'ai du mal à la lire entièrement. Les mots sont difficiles, suggéra doucement Amélie. Élodie hocha la tête, embarrassée. Je n'ai pas eu la chance de terminer mes études. Il fallait travailler, s'occuper de Madame Josette. Amélie prit la lettre avec précaution. Puis-je, pendant qu'Amélie lisait, Élodie l'observait attentivement, cherchant une ressemblance avec elle-même ou avec Pascal. Les mêmes yeux peut-être, la même ligne de mâchoire. Cette lettre, dit finalement Amélie, visiblement émue. Elle prouve que Camille a délibérément séparé votre mère de mon père, c'est terrible. Est-ce que votre père aurait quand même voulu de nous ? Un bébé illégitime, une gouvernante sans éducation. Amélie lui rendit la lettre. Je ne peux pas parler pour l'homme qu'il était à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, cette révélation l'a profondément secouée. Elle sortit une carte de son sac. Je viens vous proposer mon aide, Élodie, pas par pitié. Ah, mais parce que nous sommes peut-être de la même famille, et aussi parce que personne ne devrait être privé du pouvoir que donnent les mots. Élodie regarda la carte. Programme Renaissance. Alphabétisation pour adultes, directrice, Amélie Beaumont. Je peux vous aider à améliorer votre lecture, dit Amélie. Si vous le souhaitez, les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes. Depuis combien de temps personne ne lui avait proposé d'aide sans condescendance. Merci, murmura-t-elle. J'aimerais beaucoup, dans son penthouse avec vue sur la tour Eiffel, Delphine Vauquier examinait son reflet dans le miroir en terminant son maquillage. À 35 ans, elle savait que sa beauté était son meilleur atout, celui qui lui avait permis de séduire Pascal Beaumont 5 ans plus tôt
Peu après le décès de Camille, la sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. « Julien, que me vaut ce plaisir matinal ? Nous devons parler, » répondit la voix tendue de Julien Beaumont. « Pas au téléphone. Retrouve-moi au café Marly dans 1 heure. » Intriguée, Delphine termina sa toilette avec soin. Sa relation avec Julien avait toujours été complexe, une alliance tacite basée sur des intérêts communs plutôt que sur une réelle affection. 1 heure plus tard, assise à la terrasse du café face au Louvre, elle écoutait avec une inquiétude croissante le récit de Julien. Cette prétendue fille pourrait tout changer, concluait-il en baissant la voix. Mon père a déjà commandé un test ADN. Et si elle est vraiment sa fille ? Demanda Delphine, tournant distraitement sa bague de fiançailles. Un diamant de 5 carats que Pascal lui avait offert 1 an auparavant. Alors nous sommes en difficulté tous les deux, toi. Ton mariage fabuleux s'évapore, moi. Je me retrouve potentiellement à partager mon héritage avec cette serveuse analphabète. Delphine resserra son étole de soie autour de ses épaules. Que proposes-tu ? Une alliance, répondit Julien. Nous devons discréditer cette fille avant qu'elle ne s'installe trop confortablement dans la vie de mon père. Comment ? Julien sortit une tablette de son attaché-case. J'ai fait quelques recherches préliminaires. Cette Élodie Lenoir, si c'est bien son vrai nom, a une vie plutôt transparente, trop transparente, peut-être. Il fit défiler des informations à l'écran. Travaille comme serveuse depuis 8 ans. Vit avec une certaine Josette Martin qui souffre d'Alzheimer. Peu d'amis, pas de présence sur les réseaux sociaux, parfaite pour construire une identité fictive. Tu ne trouves pas ? Tu penses qu'elle a tout inventé ? Ou quelqu'un l'a aidée à monter ce plan ? Regarde la coïncidence. Elle apparaît juste au moment où mon père finalise les détails de son testament. Delphine réfléchit un instant. L'histoire de cette médaille semble authentique. Ton père l'a reconnue. Une médaille peut se copier, et mon père devient sentimental avec l'âge. Que veux-tu que je fasse ? Sois mon allié, observe, rapporte-moi tout ce qui concerne cette fille. Et surtout, garde mon père occupé. Ne lui laisse pas le temps de trop s'attacher à cet inconnu. Delphine hocha lentement la tête. D'accord, mais je veux des garanties. Si ton père change son testament en ta faveur, tu seras généreusement récompensé, compléta Julien avec un sourire calculateur. Partenaire, confirma-t-elle en levant sa coupe de champagne. Antoine Mercier frappa doucement à la porte de l'appartement. Quand Élodie ouvrit, la surprise se peignit sur son visage. « Monsieur Mercier, je croyais que mon rendez-vous avec Monsieur Beaumont était à 14 heures. »« Il l'est, » confirma Antoine. « Je suis venu à titre personnel. » Élodie l'invita à entrer avec hésitation. Antoine examina l'appartement d'un regard circulaire. Il y était déjà venu, des années auparavant, quand il avait discrètement mis en place le système d'aide financière pour Josette. « Comment va Madame Josette ?» demanda-t-il doucement. Élodie parut surprise. « Vous la connaissez ?» Antoine hocha la tête. « Sophie était ma cousine éloignée. C'est moi qui l'avais recommandée pour le poste chez les Beaumont. » Il s'approcha de la photo de Sophie sur la commode, la toucha avec révérence. Après sa disparition, j'ai fait des recherches. J'ai découvert sa grossesse, puis son décès en couche. J'ai trouvé Josette qui vous avait recueilli. Et vous n'avez rien dit à Pascal pendant 28 ans. Antoine soupira profondément. J'ai fait ce que je croyais juste à l'époque. J'ai arrangé un système pour que vous ne manquiez jamais de l'essentiel. C'était vous. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. Ces erreurs administratives qui nous ont sauvés tant de fois. Pas assez, murmura Antoine. J'aurais dû faire plus. Pourquoi me dire tout cela maintenant ? Parce que vous méritez de connaître la vérité et parce que vous entrez dans un monde dangereux, Élodie, la famille Beaumont n'est pas unie. Julien a beaucoup à perdre avec votre apparition. Il lui prit les mains. Soyez prudente. Pascal est compliqué. Il peut être dur, implacable même. Mais il a aimé votre mère. Je l'ai vu dans ses yeux quand elle a disparu. Il l'a cherchée pendant des mois. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne cherche pas la fortune des Beaumont. Je veux juste comprendre qui je suis, d'où je viens. Je sais, dit Antoine. Et c'est pourquoi je serai votre allié dans cette maison où les alliés sont rares. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Une dernière chose. Méfiez-vous de Delphine. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. L'imposant bâtiment des entreprises Beaumont intimidait Élodie, habillée de sa seule robe décente,
un modèle bleu marine acheté pour un entretien d'embauche 3 ans plus tôt. Elle se sentait terriblement déplacée parmi les employés en tailleur et costumes élégants qui la dévisageaient avec curiosité. À l'accueil, une réceptionniste au sourire professionnel l'annonça « Mademoiselle Lenoir pour Monsieur Beaumont ». On la conduisit dans un ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un vaste bureau d'angle où Pascal Beaumont, debout devant la baie vitrée, contemplait Paris. « Mademoiselle Lenoir », dit-il sans se retourner. « Monsieur Beaumont », répondit Élodie, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Je vous en prie. Asseyez-vous. » Pascal se tourna enfin et l'examina avec une intensité troublante. Élodie soutint son regard, remarquant pour la première fois une ressemblance indéniable dans la forme de leurs yeux. « J'ai rencontré votre fille ce matin, » dit-elle pour briser le silence. « Amélie. » Une ombre de surprise passa sur le visage de Pascal. « Amélie est venue vous voir. Pourquoi ? » « Elle m'a proposé de m'aider à améliorer ma lecture. » Pascal haussa un sourcil. « Typique d'Amélie, toujours à vouloir sauver le monde. »« Je ne cherche pas à être sauvée, » rétorqua Élodie. Piquée au vif, juste à comprendre d'où je viens. Un silence lourd s'installa. Pascal s'assit finalement face à elle, les mains jointes comme pour une prière. Antoine m'a tout raconté. Sur Sophie, sur sa grossesse. Sa voix s'altéra légèrement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle ne m'a jamais rien dit. Élodie sortit l'enveloppe de son sac. Elle a essayé. Cette lettre vous était destinée. Ma mère adoptive l'a gardée toutes ces années. Pascal prit l'enveloppe avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. L'avez-vous lu ? J'ai essayé, mais certains mots sont difficiles pour moi. Il lui jeta un regard interrogateur qu'elle soutint sans honte. L'école et moi, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour, quand on doit travailler dès 15 ans. Pascal hocha la tête et ouvrit l'enveloppe. Ses yeux parcoururent les lignes. Son visage se crispant progressivement. Quand il eut terminé, il semblait avoir vieilli de 10 ans. « Camille, murmura-t-il, elle a menacé Sophie, l'a chassée sans que je le sache. Et tout ce temps, j'ai cru que ma mère était partie avec un autre homme. C'est ce qu'on vous a dit. Camille m'a montré une lettre, soi-disant de Sophie. J'aurais dû savoir. Ce n'était pas son style, pas ses mots. » Il se leva brusquement. « Je l'ai cherché, vous savez, pendant des mois. J'avais engagé un détective privé, mais Camille l'a découvert et... » Il s'interrompit, semblant réaliser quelque chose. Elle a dû le payer pour qu'il abandonne. Tout était planifié. Élodie observait cet homme puissant, soudain vulnérable, incertain. Était-ce vraiment le même qui l'avait humilié quelques jours plus tôt ? « Je souhaite un test ADN, » dit-elle fermement. « Pour être certaine. » Pascal acquiesça. « C'est déjà arrangé. Un médecin viendra cet après-midi chez vous. En attendant, j'ai une question. Que voulez-vous, Élodie ? » La question la prit au dépourvu. « Ce que je veux. De l'argent. Un nom. Une place dans l'entreprise. » Élodie se leva, indignée. « Je ne veux rien de tout ça. Je veux juste savoir qui je suis. Comprendre pourquoi ma mère est morte seule, alors que mon père était un homme riche et puissant. » Pascal la fixa longuement. « Vous avez son caractère. » Sophie aussi était directe. « J'ai aussi une situation précaire et une femme malade dont je dois m'occuper, » ajouta Élodie. « Mais je ne suis pas venue quémander. Votre mère adoptive, Madame Josette, je souhaite la rencontrer. Elle a l'Alzheimer. Ces moments de lucidité sont rares. Néanmoins, Pascal se dirigea vers son bureau. « J'ai fait des recherches hier soir. Il existe une clinique spécialisée en Suisse qui obtient des résultats prometteurs avec un nouveau traitement. Je ne peux pas me permettre. Je m'en occupe, » coupa Pascal. « Considérez que c'est pour elle, pas pour vous. » Élodie sentit une bouffée de gratitude mêlée de méfiance. « Merci, mais le test ADN d'abord, » Pascal acquiesça. « D'ici là, Antoine va s'occuper de régler les détails pratiques. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il ajouta « Une dernière chose. Si jamais vous rencontrez mon fils, Julien, soyez prudente. » Chez elle, Élodie trouva Madame Josette agitée. Dans un rare moment de lucidité angoissée, « Des gens, » murmurait-elle. « Des gens sont venus poser des questions. » Élodie s'agenouilla près du fauteuil. « Quels gens, maman ? » Un homme, bien habillé, mais froid. Il voulait savoir pour Sophie, pour toi. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Un frisson parcourut Élodie. A-t-il dit son nom ? Non, mais il ressemblait à l'homme dans le journal,
celui que tu es allé voir. Pascal Beaumont, plus jeune, plus dur aussi. Julien, cela ne pouvait être que lui. Les avertissements d'Antoine et de Pascal résonnèrent dans sa tête. La sonnette retentit, la faisant sursauter. Par le Judas, elle reconnut Amélie, accompagnée d'un homme d'âge moyen portant une mallette médicale. Le médecin pour le test ADN, expliqua Amélie en entrant. J'ai pensé que ma présence vous rassurerait. Le DEUR, Lambert, procéda rapidement au prélèvement. Un simple frottis buccal. Les résultats seront disponibles dans 3 jours, expliqua-t-il avant de partir. Restée seule avec Amélie, Élodie lui raconta la visite surprise de Julien. Mon frère ne perd pas de temps, soupira Amélie. Il a beaucoup à perdre si tu es reconnue comme une Beaumont légitime. Je ne veux pas son héritage, protesta Élodie. Ce n'est pas seulement une question d'argent, expliqua Amélie. C'est aussi une question de pouvoir. Julien dirige les finances de l'entreprise depuis des années. Si Père commence à s'intéresser de près au compte, elle laissa sa phrase en suspens. Mais Élodie comprit l'implication. Tu penses qu'il détourne de l'argent. Je n'ai pas de preuves, mais son train de vie. Antoine a des soupçons depuis longtemps, mais Père lui a toujours interdit d'enquêter trop profondément. Amélie s'approcha de Madame Josette, qui somnolait dans son fauteuil. « Comment va-t-elle ? Ces bons jours deviennent rares, » répondit tristement Élodie. « Ton père a parlé d'une clinique en Suisse. La clinique Valmont, l'une des meilleures d'Europe. » Amélie sourit. « Il tient vraiment à aider. » Après le départ d'Amélie, Élodie s'assit près de Madame Josette avec la lettre de sa mère. Les mots lui semblaient un peu moins intimidants maintenant. Elle commença à lire lentement, cherchant à comprendre chaque phrase. Chaque émotion que sa mère avait voulu transmettre à Pascal, elle arriva à un passage qui lui avait échappé lors de sa première lecture difficile. « Je garde ton médaillon comme seul souvenir de notre amour. Notre enfant le portera un jour, pour que quelque chose de toi l'accompagne toujours, même si tu ne peux être à ses côtés. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Sa main serra instinctivement le médaillon autour de son cou. Ce lien tangible avec 2 personnes qu'elle n'avait jamais vraiment connues. Dans son bureau, Pascal contemplait de vieilles photographies sorties d'un coffre qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Sophie y apparaissait, souriante. Portant la médaille qu'il lui avait offerte, sur une autre, ils étaient ensemble dans le jardin de la propriété, lui lisant un livre à voix haute. Elle écoutant avec cette intensité qui la caractérisait. Il n'avait jamais pu se résoudre à jeter ses photos, même après avoir accepté l'explication de Camille sur le départ de Sophie. Quelque chose en lui avait toujours su que la vérité était différente. Un coup discret à sa porte le tira de sa contemplation. Delphine entra, élégante comme toujours. « Tu n'es pas rentrée hier soir », dit-elle en s'approchant pour l'embrasser. Pascal se détourna légèrement. « J'avais besoin de réfléchir. À cette femme qui prétend être ta fille. » Delphine s'assit gracieusement sur le bord du bureau. « Julien m'a tout raconté. Tu ne crois pas que c'est un peu... soudain ? Il y a un test ADN en cours, » répondit Pascal, refermant discrètement la boîte de photos. « Bien sûr, mais en attendant, peut-être devrions-nous rester prudents ?» Elle posa sa main manucurée sur celle de Pascal. « Les gens feront n'importe quoi pour de l'argent. » « Mon chéri. » Pascal retira sa main. « Sophie n'était pas n'importe qui, et sa fille mérite que je découvre la vérité. » Delphine se leva, vexée. « Je dis simplement que ta générosité a parfois tendance à t'aveugler. Souviens-toi de ce faux cousin il y a 3 ans. » « Ce n'est pas pareil, » coupa Pascal. « Quand tu verras Élodie, tu comprendras. »« Oh, je compte bien la rencontrer, » assura Delphine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Très bientôt, le luxueux bureau de Julien Beaumont, au 27e étage de la tour La Défense, offrait une vue imprenable sur Paris. Face à lui, un homme à l'allure soignée mais au regard fuyant terminait son rapport. « Vous êtes certain de ces informations, monsieur Girard ?» demanda Julien en parcourant le dossier. « Absolument, monsieur Beaumont. Élodie Lenoir a bien travaillé dans 3 autres restaurants chics avant le Ciel de Paris. À chaque fois, elle a approché des hommes fortunés avec des histoires similaires. » Julien sourit. Satisfait, et ces hommes, ils ont préféré payer pour éviter le scandale. Petites sommes au début, puis exigences croissantes, classiques. C'était parfait, trop parfait. Exactement ce dont il avait besoin pour convaincre son père qu'Élodie était une arnaqueuse professionnelle. Excellent travail. Girard, le reste de votre paiement sera versé comme convenu.
Après le départ du détective privé, Julien appela Delphine. « J'ai ce qu'il nous faut, des témoignages, des relevés bancaires, même des photos d'elle avec d'autres pères potentiels. »« Tout est faux, bien sûr, » répondit Delphine. « Bien sûr, mais suffisamment crédible pour semer le doute, même avec un test ADN positif, mon père hésitera. »« Parfait. De mon côté, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur Antoine. Il a effectué des versements réguliers à une certaine Josette Martin pendant des années. » Julien se redressa. « La vieille qui s'occupe d'Élodie, comment l'as-tu découvert ? » « J'ai mes méthodes, » répondit Delphine, évasive. « La question est, pourquoi Antoine soutiendrait-il financièrement cette femme pendant plus de 20 ans ? Une maîtresse, un enfant caché, ou peut-être savait-il pour Sophie et le bébé depuis le début ? » Un silence s'installa, tandis que Julien assimilait cette information. « Si c'est vrai, cela fait d'Antoine un complice, pas un allié. » « Exactement. Et une faille dans sa loyauté envers ton père. Dans l'appartement d'Élodie, Amélie terminait leur 2e session de lecture. Sur la table s'étalaient des livres pour adultes débutants, des fiches de vocabulaire et la lettre de Sophie qu'elles utilisaient comme support d'apprentissage. « Tu progresses incroyablement vite, » encouragea Amélie. Élodie sourit timidement. « J'ai toujours voulu apprendre, c'est juste que... la vie en a décidé autrement, » compléta Amélie. « Je comprends, mais ce n'est jamais trop tard. » Le téléphone d'Élodie vibra. Un message d'Antoine. Résultat du test demain. Pascal souhaite votre présence à 11h. Son cœur s'accéléra. Demain, elle saurait avec certitude. Nerveuse, demanda Amélie en remarquant son expression. Et si le test est négatif ? Si je me suis trompée sur toute la ligne ? Amélie posa sa main sur celle d'Élodie. Les marques de naissance identiques, la médaille, la lettre de ta mère, ce serait trop de coïncidences. Oui, mais... Et puis, interrompit Amélie avec un sourire, j'ai déjà décidé que tu étais ma sœur, test ou pas. Ces mots touchèrent Élodie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Depuis combien de temps n'avait-elle pas ressenti cette connexion avec quelqu'un de son âge ? Tu es vraiment différente des autres Beaumont, observa-t-elle. Oh, j'ai mes moments, rit Amélie. La stubornité est un trait familial. La porte d'entrée s'ouvrit sur Antoine, portant plusieurs sacs de courses. Depuis 3 jours, il passait régulièrement, s'assurant que Madame Josette avait tout ce dont elle avait besoin. « Comment va notre patiente aujourd'hui » demanda-t-il en déposant les sacs dans la cuisine. « Jour moyen » répondit Élodie. « Elle m'a reconnue ce matin, mais maintenant elle croit que je suis sa sœur. » Antoine hocha la tête avec compassion. « J'ai finalisé les arrangements pour la clinique Valmont. Un médecin viendra demain évaluer si elle peut supporter le voyage. Tout va si vite, » murmura Élodie. « Pascal est comme ça, » expliqua Antoine. « Quand il décide quelque chose, impétueux et impatient, » compléta Amélie. Un autre trait de famille. Antoine sourit, puis se tourna vers Élodie, plus sérieux. « Julien a engagé un détective privé. Il construit un dossier contre vous. » « Quel genre de dossier ? Le genre qui vous présente comme une arnaqueuse professionnelle ciblant des hommes riches. » Élodie pâlit. « Mais c'est absurde. Je n'ai jamais... » « La vérité importe peu pour Julien, » l'interrompit Antoine. « Ce qui compte, c'est de semer le doute dans l'esprit de son père. Que dois-je faire ? Pour l'instant, rien. Le test ADN parlera de lui-même, mais restez sur vos gardes. » Pascal Beaumont se tenait devant la fenêtre de son bureau. Observant la pluie qui tombait sur Paris, ses pensées étaient aussi tourmentées que le ciel gris. Une discrète sonnerie l'informa d'un appel de la clinique Valmont. Le médecin français partenaire de l'établissement lui confirma qu'il examinerait Madame Josette le lendemain. « Elle est votre parente. »« Monsieur Beaumont ?» demanda poliment le médecin. La question le prit au dépourvu. « Non. Enfin, pas exactement. Elle a élevé quelqu'un qui m'est... proche. » Après avoir raccroché, Pascal ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit à nouveau les photos de Sophie. Sur l'une d'elles, elle portait la médaille. Cette même médaille qu'Élodie avait autour du cou. Il avait offert ce bijou à Sophie pour son 25e anniversaire, quelques semaines avant sa disparition. Un coup à la porte interrompit sa contemplation. Julien entra, l'air grave. « Père, nous devons parler. » Pascal rangea discrètement les photos. « Je t'écoute. C'est au sujet de cette femme. » Élodie Lenoir. Julien s'assit face à son père. « J'ai fait quelques recherches. Sans mon autorisation. » Coupa Pascal. « Par inquiétude pour toi. » Corrigea Julien.
Et ce que j'ai découvert est troublant. Il sortit un dossier de sa serviette. Elle a déjà fait ce genre de choses, 3 fois. Approcher des hommes fortunés avec des histoires d'enfants abandonnés. Pascal examina le dossier sans mot dire. Photos, relevés bancaires, témoignages, tout semblait accablant. Où as-tu obtenu ces informations? J'ai engagé un professionnel. C'est son travail de dénicher ce genre de choses. Pascal referma le dossier. Le test ADN arrive demain. Les tests peuvent être manipulés, insista Julien. Cette femme est intelligente. Elle a préparé son coup. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 10 ans ou dans 10 ans? Parce que tu finalises ton testament, répondit Julien. Tout le monde le sait. Pascal fixa son fils. Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité qui le mettait mal à l'aise. Tu sembles très investi dans cette affaire. Je m'inquiète pour toi et pour l'entreprise. L'entreprise. Pascal haussa un sourcil. En quoi l'existence d'une fille illégitime menacerait-elle l'entreprise? Julien se leva, mal à l'aise. Un scandale public, des batailles d'héritage, l'instabilité n'est jamais bonne pour les affaires. Après le départ de son fils, Pascal resta pensif. Le dossier semblait convaincant, mais quelque chose le dérangeait. Pourquoi Julien semblait-il si personnellement menacé? Et pourquoi Antoine? Habituellement si prudent, semblait-il convaincu de la sincérité d'Élodie, il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Henri, c'est Pascal Beaumont, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. » Au soir tombant, Élodie accompagna Madame Josette jusqu'à son lit. Ces derniers jours, la vieille dame semblait s'affaiblir rapidement, comme si les secrets longtemps gardés avaient épuisé ses dernières forces en se libérant. « Sophie, murmura-t-elle, en prenant la main d'Élodie. « Ma petite Sophie. »« Non, maman, c'est moi, Élodie. » Mais Madame Josette sourit, perdue dans ses souvenirs. « Il faut que tu lui dises, Sophie, pour le bébé, il a le droit de savoir. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Élodie. « Je lui ai dit, maman, et demain, nous saurons. » Elle resta longtemps au chevet de sa mère adoptive, lui tenant la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis elle sortit sur le petit balcon de l'appartement. Contemplant Paris illuminé, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Rendez-vous demain, 9h, café Les Deux Magots. Nous devons parler avant que vous ne voyiez Pascal, Delphine Vauquier. » Élodie hésita. Se rappelant les avertissements d'Antoine et d'Amélie, rencontrer la fiancée de Pascal semblait risqué. Mais refuser pourrait paraître suspect. Après réflexion, elle répondit simplement « J'y serai », dans l'obscurité de son balcon, serrant sa médaille entre ses doigts. Élodie se demanda si sa quête de vérité n'allait pas lui coûter plus cher qu'elle ne l'avait imaginé. Les deux magots bourdonnaient de l'activité matinale habituelle. Élodie, arrivée en avance, observait les touristes et les habitués se mêler dans ce café historique. Elle avait choisi une table à l'écart, dos au mur, comme Antoine le lui avait conseillé par téléphone lorsqu'elle l'avait informé du rendez-vous. « N'acceptez rien à boire que vous n'ayez pas vu préparer », avait-il ajouté. Elle trouvait cette précaution excessive, mais la tension des derniers jours l'incitait à la prudence. Delphine apparut à 9h précises, somptueuse dans un tailleur Chanel. Son regard balaya le café avant de se poser sur Élodie. Elle s'approcha avec un sourire calculé. « Élodie, merci d'être venue. Je suis curieuse de savoir ce que la fiancée de Monsieur Beaumont veut me dire. » Delphine s'assit gracieusement, commandant un café au serveur avant même d'ôter ses gants. Ses yeux examinaient Élodie avec une intensité clinique, évaluant chaque détail de son apparence modeste. « J'irai droit au but », commença Delphine. « Votre apparition soudaine a bouleversé Pascal. Je m'inquiète pour sa santé. » « Sa santé ? Un léger problème cardiaque, rien de grave, mais le stress peut l'aggraver. » Élodie n'avait jamais entendu parler d'un problème cardiaque, mensonge ou information délibérément cachée par Pascal. « Je suis désolée de l'apprendre, » dit-elle prudemment. Delphine joua avec sa bague de fiançailles. « Pascal est un homme généreux, trop parfois. Si vous avez besoin d'aide financière, je suis certaine que nous pouvons trouver un arrangement discret. » La proposition était claire. De l'argent contre son départ. « Je ne cherche pas la fortune des Beaumont, » répondit fermement Élodie. « Seulement la vérité sur mes origines ?» Delphine sourit, incrédule. « Vraiment, quelle noble intention. Croyez ce que vous voulez. Les résultats du test ADN parleront d'eux-mêmes. Les tests peuvent être ambigus, insinua Delphine.
Et même s'il est positif, pensez-vous qu'une serveuse semi-analphabète pourra s'intégrer dans le monde des Beaumont? La presse sera impitoyable. La mention de ses difficultés de lecture toucha Élodie au point sensible. Comment Delphine était-elle au courant? Je n'ai pas l'intention de m'afficher comme une Beaumont. Sage décision, Delphine sortit un chéquier de son sac. Pascal fête ses 65 ans ce soir. Une grande réception est prévue. Ce serait délicat si cette affaire de paternité éclatait maintenant. Est-ce une menace? Une invitation à la raison? Corrigea Delphine en écrivant un montant sur le chèque. Disons 1 million d'euros pour repartir à zéro ailleurs, suffisant pour soigner votre mère adoptive dans la meilleure clinique et vivre confortablement. Elle fit glisser le chèque vers Élodie, qui n'y jeta même pas un regard. Gardez votre argent, Madame Vauquier. Je verrai Pascal Beaumont comme prévu à 11h. Delphine récupéra le chèque. Son masque de cordialité se fissura un instant. Vous le regretterez. Elle se leva avec élégance, laissant un billet pour son café intact. Et pour information, la réception de ce soir est à 20h au Palais Beaumont. Si vous tenez vraiment à connaître votre père, vous devriez y venir. Dans son bureau, Pascal terminait un appel avec son détective privé, Henri Lefebvre. Tu es certain de ces informations? Absolument, confirma Henri. Le dossier fourni par votre fils est un tissu de mensonges. Les témoins n'existent pas. Les photos ont été manipulées. Les relevés bancaires falsifiés. Pascal raccrocha, profondément troublé. Pourquoi Julien irait-il jusqu'à fabriquer de fausses preuves contre Élodie? Antoine entra après avoir discrètement frappé. Les résultats du test sont arrivés. Pascal prit l'enveloppe. L'ouvrant d'une main légèrement tremblante, il parcourut le document, puis le tendit à Antoine. 99% de probabilité de paternité, lut Antoine. C'est, sans ambiguïté, j'ai une fille, murmura Pascal, assimilant enfin cette réalité. La fille de Sophie. Il se leva, regardant par la fenêtre. J'ai manqué 28 ans de sa vie, Antoine. 28 ans que je ne pourrai jamais rattraper. Tu peux encore construire une relation avec elle. Pascal hocha la tête. Et Camille, toutes ces années à la vénérer comme la parfaite épouse, alors qu'elle avait délibérément chassé Sophie, menacé une femme enceinte. L'amour nous rend parfois aveugles, dit doucement Antoine. Pas l'amour, l'ambition. Pascal se tourna vers son ami. J'aimais Sophie, vraiment. Mais j'ai choisi Camille parce qu'elle venait d'une bonne famille, parce que c'était convenable. Il se rassit, soudain épuisé. Et maintenant, Julien, ce dossier fabriqué contre Élodie, pourquoi? Il craint pour son héritage, suggéra Antoine. Mais peut-être y a-t-il plus? Je dois lui parler et annuler cette ridicule fête d'anniversaire ce soir. Non, intervint Antoine. Cette réception rassemblera toute la famille, tous vos associés. C'est le moment idéal pour... Pourquoi? Présenter Élodie comme ma fille illégitime, la jeter en pâture aux requins. Pour faire ce qui est juste, répondit simplement Antoine. À ta façon. À 11h précises, Élodie entra dans le bureau de Pascal. Amélie l'attendait également, un sourire encourageant aux lèvres. Pascal se leva pour l'accueillir. « Bonjour Élodie, merci d'être venue. » Il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Une chaleur, une vulnérabilité qu'elle n'avait pas perçues auparavant. « Les résultats, dit-il en lui tendant l'enveloppe. Vous devriez les lire vous-même. » Élodie prit le document, son cœur battant à tout rompre, les termes médicaux et les pourcentages dansaient devant ses yeux. « Je ne suis pas sûre de comprendre tous ces chiffres. » Amélie s'approcha. « Cela dit que Pascal est bien ton père. » Avec une certitude de 99,9%, le monde sembla vaciller autour d'Élodie, malgré toutes les preuves. Une partie d'elle-même avait maintenu un doute. Plus maintenant. « Je suis votre fille, » dit-elle, regardant Pascal qui acquiesça lentement. « Ma fille, » confirma-t-il, « la fille de Sophie. » Un silence chargé d'émotions s'installa. « J'ai rencontré Delphine ce matin, » annonça finalement Élodie. « Elle m'a offert 1 million d'euros pour disparaître. » Pascal pâlit. « Pardon. Elle semblait très déterminée à m'éloigner avant votre anniversaire ce soir. Elle n'avait pas le droit, » murmura Pascal. Une colère froide traversa son visage. « Je m'en occuperai. Elle m'a également parlé de vos problèmes cardiaques. » Pascal et Antoine échangèrent un regard stupéfait. « Quel problème cardiaque? Elle a dit que le stress pouvait aggraver votre condition. »« C'est faux, » affirma Pascal. « Je suis en parfaite santé. » Amélie secoua la tête. «
Pourquoi inventerait-elle cela? Pour me faire sentir coupable, suggéra Élodie, pour que je disparaisse sans faire de vagues. Un silence pensif s'abattit sur la pièce. Antoine le rompit. Delphine est très proche de Julien ces derniers temps. J'ai remarqué plusieurs rencontres discrètes. Julien, murmura Pascal. J'aurais dû m'en douter. Il se tourna vers Élodie. Ce soir, c'est mon anniversaire. Une grande réception est organisée au Palais Beaumont. Je souhaite que vous veniez. Moi, Élodie fut prise au dépourvu. Je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'événement et Nous nous en occuperons, l'interrompit Amélie avec enthousiasme. Je t'aiderai à te préparer. Pascal s'approcha d'Élodie. Ce soir, j'annoncerai publiquement que vous êtes ma fille, si vous l'acceptez, bien sûr. Élodie hésitait. C'était tout ce qu'elle avait cherché, une reconnaissance, une identité. Mais la perspective d'être présentée à la haute société parisienne comme la fille illégitime de Pascal Beaumont l'effrayait. « Je viendrai, dit-elle finalement. Mais avant, j'aimerais que vous rencontriez Madame Josette. Elle a eu un rôle trop important dans ma vie pour être mise à l'écart. » Pascal acquiesça. « Bien sûr, nous irons cet après-midi. » Julien faisait les 100 pas dans son bureau quand Delphine l'appela. « Elle a refusé l'argent, » annonça-t-elle sans préambule. « Et elle sait pour ta falsification de dossier. » « Comment ? » ?»« Je ne sais pas, mais ton père est avec elle en ce moment même. Le test ADN est positif. » Julien frappa du poing sur son bureau. « Bordel ! Nous devons passer au plan B, déclara Delphine. Ce soir, à la réception. C'est risqué. Plus risqué que de laisser ton père reconnaître cette fille. Imagines-tu ce qui arrivera quand il commencera à examiner les comptes de plus près, quand il découvrira tes détournements ?» Julien passa une main tremblante dans ses cheveux. « D'accord, ce soir. Mais sois prudente, si mon père découvre. » « Il ne découvrira rien, » coupa Delphine. « Pas avant qu'il ne soit trop tard. » La menace voilée dans sa voix aurait dû alarmer Julien. Mais aveuglé par la panique, il ne l'entendit même pas. Le palais Beaumont resplendissait sous les lustres cristallins, transformé en écrin de luxe pour les 65 ans de Pascal. L'élite parisienne affluait, vêtue de haute couture et parée de bijoux étincelants. Élodie, dans une loge à l'étage, fixait son reflet avec incrédulité. La robe bleu nuit qu'Amélie avait choisie épousait parfaitement sa silhouette, simple mais élégante. Elle était complétée par la médaille dorée qui brillait désormais fièrement sur sa poitrine, non plus cachée sous ses vêtements. « Tu es magnifique », affirma Amélie en ajustant une dernière mèche de cheveux. « Prête à affronter les fauves ? » ?»« Non », admit Élodie avec un sourire nerveux. « Mais je n'ai pas le choix. » L'après-midi avait été intense. Pascal avait rencontré Madame Josette lors d'un rare moment de lucidité. La vieille dame l'avait immédiatement reconnue. « Vous avez vieilli, monsieur Beaumont », avait-elle dit sans embâge. « Mais vos yeux sont les mêmes. Sophie les aimait tant. » Pascal avait saisi sa main ridée avec une douceur surprenante. « Je vous remercie d'avoir pris soin d'Élodie, d'avoir fait ce que je n'ai pas pu faire. »« Pas pu ou pas voulu ?» avait répliqué Josette avec une lucidité acérée. « Je ne savais pas », avait murmuré Pascal. « Je vous le jure. » Quelque chose dans sa voix avait convaincu la vieille dame. Elle avait hoché la tête, puis s'était tournée vers Élodie. Le médecin suisse était gentil. Je partirai quand il le dira. Le spécialiste de la clinique Valmont avait en effet confirmé que Madame Josette pouvait voyager, mais avait recommandé de ne pas tarder. Son état se détériore rapidement, avait-il confié à Pascal et Élodie. Le nouveau traitement pourrait ralentir le processus, mais il n'avait pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. « Tu es avec moi. » La voix d'Amélie ramena Élodie au présent. « Pardon, je pensais à Madame Josette. Antoine est avec elle, » rassura Amélie. « Et une infirmière qualifiée, elle ne sera pas seule. » Élodie hocha la tête, reconnaissante. Puis elle inspira profondément. « Allons-y. » Dans la somptueuse salle de réception, Julien observait les invités avec une tension palpable. Ses yeux ne cessaient de surveiller la grande horloge. 20h30. Plus qu'une demi-heure avant l'annonce officielle de son père. Son téléphone vibra. Un message de Delphine. « Tout est prêt. Suis le plan. » Julien rangea son téléphone, puis s'approcha du bar où il commanda un whisky double. Il l'avala d'un trait, laissant l'alcool lui donner le courage qui lui manquait. Nerveux, frérot, il se retourna pour découvrir Amélie.
radieuse dans une robe vert émeraude. Son sourire habituellement chaleureux semblait forcé. « Pourquoi le serais-je » répondit-il en commandant un autre verre. « Oh, je ne sais pas. Peut-être parce que père s'apprête à reconnaître publiquement une fille que tu as tenté de discréditer avec de faux documents. » Julien se figea. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment, j'ai parlé au détective Henri Lefebvre ce matin, vieil ami de la famille. Il était très embarrassé d'apprendre que quelqu'un avait usurpé son identité pour créer ce fameux dossier. » La main de Julien se crispa sur son verre. « Tu devrais éviter de lancer des accusations sans preuve, petite sœur. Des preuves. » Amélie s'approcha, murmurant presque à son oreille. « Comme les relevés détaillés des fonds que tu as détournés depuis 5 ans. Antoine a tout documenté, Julien, tout. » Le visage de Julien se décomposa. « Tu bluffes. Vraiment? Alors pourquoi transpires-tu soudainement ?» Avant qu'il puisse répondre, un murmure parcourut la salle. Pascal venait d'entrer, et à son bras se tenait Élodie, visiblement intimidée mais digne. « Voici notre sœur, » dit doucement Amélie. Que tu le veuilles ou non, l'entrée d'Élodie au bras de Pascal provoqua une vague de chuchotements. Les invités la scrutaient, cherchant la ressemblance, spéculant sur son identité. « Ignore-les, » murmura Pascal. « La plupart sont des vautours qui se nourrissent du moindre scandale. » Rassurant, ironisa Élodie, serrant le bras de Pascal pour se donner contenance. Antoine les rejoignit, accompagné d'un homme d'une 60aine d'années au visage grave. « Pascal, puis-je te présenter le docteur Renaud? Il souhaite te parler en privé. » Pascal fronça les sourcils. « Maintenant? C'est important, » insista le médecin, « à propos des examens financiers que tu m'as demandés. » Élodie comprit qu'il ne s'agissait pas d'un médecin, mais probablement d'un expert comptable. Pascal lui pressa brièvement la main. « Je reviens. Amélie va s'occuper de toi. » Alors qu'il s'éloignait, Delphine apparut, splendide dans une robe rouge échancrée. Elle tendit une coupe de champagne à Élodie. « Pour célébrer votre entrée officielle dans la famille, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Élodie, se rappelant le conseil d'Antoine, refusa poliment. « Je ne bois pas d'alcool. »« Comme c'est sage, » répondit Delphine, dont le sourire se figea un instant. Un serveur passa avec un plateau. Élodie prit un verre d'eau, soulagée de pouvoir humidifier sa gorge sèche. De l'autre côté de la salle, Julien observait la scène, le visage crispé. Il s'approcha de Delphine dès qu'Élodie fut accaparée par un groupe d'invités curieux. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-il. « Tu devais lui donner. » « Elle a refusé le champagne » coupa Delphine. « Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan B. » Son regard se porta sur le verre d'eau qu'Élodie tenait nonchalamment. Dans le bureau privé attenant à la salle de réception, Pascal examinait les documents que lui présentait le docteur Renaud, en réalité Ernst Hoffmann, expert comptable suisse. « C'est pire que ce que nous pensions », expliquait Hoffmann. « Les détournements dépassent les 15 millions d'euros, habilement dissimulés dans des transactions vers des sociétés fictives aux Caïmans. » Antoine, ou derrière Pascal, ne put retenir un soupir. « J'avais des soupçons depuis des années, mais jamais je n'aurais imaginé une telle ampleur. » Pascal resta silencieux, assimilant la trahison de son fils. « Depuis combien de temps ? » « Au moins 5 ans, » répondit Hoffmann, coïncidant avec ses premières dettes de jeu importantes. Pascal se leva brusquement. « Je dois lui parler avant l'annonce. »« Es-tu sûr que c'est le bon moment ?» s'inquiéta Antoine. « Je ne peux pas reconnaître Élodie sans confronter Julien. Ce serait déloyal. » Antoine acquiesça à contre-cœur. « Je vais le chercher. » De retour dans la salle, Élodie commençait à se sentir étrangement étourdie. La chaleur, la nervosité, ou peut-être, elle baissa les yeux vers son verre d'eau à moitié vide. Soudain méfiante, l'avait-elle quitté des yeux à un moment? Amélie remarqua son trouble. « Ça va, tu es pâle. Je me sens bizarre, » murmura Élodie, comme si sa vision se brouilla légèrement. Elle chancela, s'appuyant contre un pilier. « Élodie ?» La voix d'Amélie semblait venir de très loin, à l'autre bout de la salle. Pascal confrontait Julien, le visage dur comme la pierre. « 15 millions, Julien. 15 millions détournés de l'entreprise familiale. Père, je peux expliquer ? » « Non, » coupa Pascal. « Il n'y a aucune explication qui puisse justifier cela, ni les faux documents contre Élodie. » Julien pâlit. « Comment as-tu » Un cri retentit, interrompant leur confrontation. Amélie appelait à l'aide, soutenant Élodie qui s'effondrait lentement. « Un médecin ! Y a-t-il un médecin » cria quelqu'un. Pascal se précipita vers elle,
fendit la foule qui s'était formée. Élodie était allongée sur le sol, tremblante, le teint cireux. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, paniqué. « Je ne sais pas », répondit Amélie. Elle a dit qu'elle se sentait bizarre, puis elle s'est effondrée. Le docteur Renaud, un vrai médecin malgré sa couverture, s'agenouilla près d'Élodie, vérifiant rapidement ses signes vitaux. Pouls rapide, pupilles dilatées, a-t-elle bu quelque chose ? Juste de l'eau, répondit Amélie en désignant le verre renversé. Antoine ramassa le verre avec précaution. Je vais le faire analyser. Pas le temps, trancha le médecin. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Pascal, livide, prit la main d'Élodie. Tenez bon, je vous en prie. Ses yeux rencontrèrent ceux de sa fille, qui luttait pour rester consciente. Elle murmura quelque chose qu'il ne put saisir. L'ambulance est en route, annonça quelqu'un, alors que la fête somptueuse se transformait en chaos. Pascal remarqua du coin de l'œil Delphine qui s'éclipsait discrètement. Son visage ne montrait pas la panique ou l'inquiétude qu'on aurait pu attendre, mais une contrariété froide. Les heures qui suivirent furent floues pour Pascal. L'hôpital, les médecins en blouse blanche, les termes médicaux incompréhensibles, le diagnostic final, empoisonnement aux benzodiazépines, probablement mélangé à son eau. Elle va s'en remettre, assura finalement le médecin. Mais elle a eu de la chance que nous intervenions si rapidement. Pascal, assis dans le couloir stérile de l'hôpital entre Antoine et Amélie, hocha simplement la tête. Il fixait ses mains qui n'avaient jamais bercé Élodie enfant, qui n'avaient jamais essuyé ses larmes ou applaudi ses réussites. Qui aurait pu faire ça ? Murmura Amélie. Pascal releva la tête, le regard dur. Je crois que nous le savons tous. Antoine acquiesça gravement. La police attend tes instructions. Pas encore, décida Pascal. D'abord, je veux des preuves concrètes. Un médecin différent approcha, l'air grave. Monsieur Beaumont, nous avons les résultats des analyses supplémentaires que nous avons effectuées sur votre fille. Un problème, s'inquiéta Pascal. Pas exactement, mais nous avons découvert quelque chose d'inhabituel. Votre fille présente une anomalie sanguine rare, une mutation génétique que nous voyons rarement. Pascal fronça les sourcils. Est-ce grave ? Non, mais c'est héréditaire. Et curieusement, vous présentez exactement la même anomalie. C'est une preuve supplémentaire de votre lien de parenté, si besoin était. Le médecin consulta son dossier. Cette particularité fait d'elle une donneuse de moelle osseuse compatible à 100% pour vous, ce qui est extrêmement rare même entre parents proches. Pascal échangea un regard avec Antoine, une ironie cruelle. Cette fille qu'il n'avait pas connue pendant 28 ans était littéralement de son sang, au point de pouvoir lui sauver la vie si nécessaire. « Puis-je la voir maintenant ?» demanda-t-il. Le médecin acquiesça. Elle est réveillée, mais ne la fatiguez pas trop. Dans la chambre d'hôpital. Élodie semblait fragile contre les draps blancs. Ses yeux s'ouvrirent quand Pascal s'approcha. « Je suis désolé, » murmura-t-il en prenant sa main. « Tellement désolé. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » répondit-elle faiblement. « Vous n'avez pas mis ce truc dans mon verre. »« Non, mais j'ai créé le monde dans lequel cela a pu arriver. » Un silence s'installa, puis Élodie serra légèrement sa main. « Le médecin m'a parlé de cette anomalie sanguine que nous partageons. » Pascal hocha la tête. « Une preuve de plus, s'il en fallait. » « Il a dit autre chose, » hésita Élodie. « Que je pourrais être donneuse pour vous, si jamais... » « Ne pensons pas à ça, » l'interrompit doucement Pascal. « Pour l'instant, vous devez vous reposer. » Mais alors qu'il veillait sur le sommeil d'Élodie, une douleur aiguë lui traversa soudain la poitrine. Il tenta de l'ignorer, mais elle s'intensifia rapidement, lui coupant le souffle. « Antoine » appela-t-il faiblement, avant de s'effondrer sur le sol de la chambre d'hôpital. Le vrombissement régulier des machines médicales remplissait la chambre d'hôpital où Pascal Beaumont luttait pour sa vie. Le diagnostic était tombé comme un coup près. Infarctus massif. Aggravé par le stress intense des derniers jours, les médecins avaient procédé à une intervention d'urgence. Mais le pronostic restait réservé. Son cœur est gravement endommagé, expliquait le cardiologue au petit groupe rassemblé dans le couloir. Il aura besoin d'une greffe de cellules souches pour régénérer les tissus cardiaques. Une greffe, répéta Amélie. Encore sous le choc de voir son père si vulnérable, précisément, et c'est là qu'intervient cette rare coïncidence médicale. Le médecin tourna son regard vers Élodie, pâle mais déterminée dans son fauteuil roulant. Mademoiselle Lenoir possède exactement le même marqueur génétique rare que Monsieur Beaumont.
ce qui la rend compatible à un niveau exceptionnel pour un don de moelle osseuse. Élodie ne manifesta aucune hésitation. Quand pouvons-nous procéder ? Votre corps doit d'abord éliminer toute trace des sédatifs. Nous prévoyons le prélèvement pour demain. Antoine posa une main protectrice sur l'épaule d'Élodie. Êtes-vous certaine ? Ce n'est pas une procédure anodine. C'est mon père, répondit-elle simplement. Je viens à peine de le trouver. Je ne vais pas le perdre maintenant. Dans un coin du couloir, Julien observait la scène avec un mélange d'émotions contradictoires. Depuis l'effondrement de son père, il avait maintenu une distance prudente, rongé par la culpabilité et la peur. Delphine avait disparu juste après l'incident, ne répondant plus à ses appels. « Tu es responsable de tout ça », déclara froidement Amélie en le rejoignant. « Toi et ta précieuse Delphine. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, » murmura Julien. « L'empoisonnement, c'était son idée. Je pensais qu'elle voulait juste l'effrayer, pas quoi, la tuer, provoquer une crise cardiaque chez notre père. » Amélie secoua la tête avec dégoût. « La police te cherche, tu sais. Ils ont trouvé des traces de benzodiazépine dans l'appartement de Delphine. » Le visage de Julien se décomposa. « Je dois partir. Fuir n'arrangera rien, mais c'est ta spécialité, n'est-ce pas ? Fuir les responsabilités. » Avant qu'il puisse répondre, Antoine les interrompit. « La police est ici pour prendre votre déposition, Julien. » 2 officiers en civil avancèrent dans le couloir. Julien jeta un dernier regard vers la chambre de son père, puis suivit les policiers sans résistance, les épaules voûtées en signe de défaite. 3 jours après le prélèvement de moelle osseuse, Élodie était suffisamment rétablie pour quitter l'hôpital. L'état de Pascal s'était stabilisé, mais il restait inconscient, son corps assimilant lentement les cellules souches qui, espéraient les médecins, répareraient son cœur endommagé. Antoine l'attendait dans le hall d'entrée, visiblement préoccupé. « Madame Josette ne va pas bien », annonça-t-il doucement. « L'infirmière m'a appelé ce matin. Elle pense que la fin approche. » Élodie ferma les yeux, luttant contre les larmes. « Je dois la voir. » Le trajet jusqu'à l'appartement se fit dans un silence lourd. Quand ils arrivèrent, l'infirmière les accueillit avec un regard grave. « Elle a demandé après vous toute la nuit, » chuchota-t-elle. « Elle est lucide, mais très faible. » Madame Josette semblait avoir rapetissé dans son lit. Son visage émacié s'illumina faiblement en voyant Élodie. « Ma petite fille, » murmura-t-elle en tendant une main tremblante. « Je craignais de partir sans te revoir. »« Je suis là, maman, » dit Élodie en s'asseyant près d'elle, saisissant délicatement sa main. « Je ne pars plus. » Josette esquissa un sourire. « Je t'ai menti pendant si longtemps, par peur de te perdre. Tu ne me perdras jamais. Il y a quelque chose que je dois te donner. » La vieille dame fit un effort pour se redresser. Dans ma table de nuit, la petite boîte bleue, Antoine s'avança pour ouvrir le tiroir et en sortit une boîte usée par le temps. Il la tendit à Élodie, qui l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un petit carnet relié de cuir, visiblement ancien, sur la première page, une écriture fine et élégante. « Journal de Sophie Lenoir. Le journal de ma mère, » souffla Élodie, bouleversée. « J'aurais dû te le donner plus tôt, » murmura Josette. « Mais j'avais peur que tu me quittes pour cette autre famille. »« Oh, maman !» Élodie serra la main de Josette. « Tu es ma famille, tu l'as toujours été. » Madame Josette tourna son regard vers Antoine, qui s'était discrètement reculé. « Vous avez tenu votre promesse ?» dit-elle faiblement. « Vous avez veillé sur nous ?» Antoine s'approcha. Ému, c'était le moins que je puisse faire. « Et Pascal ?» demanda Josette. « Comment va-t-il ?» Élodie hésita, ne voulant pas l'inquiéter, mais le regard de Josette exigeait la vérité. Il est malade, son cœur, mais les médecins sont optimistes. Josette hocha lentement la tête. Sophie l'aimait tellement. Trop, peut-être. Elle serra faiblement la main d'Élodie. Lis son journal. Elle y a mis toute son âme. Cette nuit-là, après que Madame Josette se fut endormie, Élodie s'installa dans le petit salon et ouvrit le journal de sa mère. Les premières pages racontèrent son arrivée chez les Beaumont, ses impressions sur le manoir, sur Camille et son fils Julien, alors adolescent, puis vinrent les passages sur Pascal. Il m'a parlé aujourd'hui de poésie, pas comme on parle à une domestique, mais comme à une personne qui pense, qui ressent. Il m'a demandé si j'aimais Verlaine. J'ai failli lui dire que je préférais Rimbaud, mais je me suis rappelé ma place.
Élodie tourna les pages. Fascinée par cette voix venue du passé, sa mère était vive, intelligente, observatrice. Elle décrivait Pascal comme un homme pris entre ses ambitions et sa sensibilité, un poète qui s'est forcé à devenir un homme d'affaires, puis vint le récit de leur relation naissante. Ce soir, dans la bibliothèque, il m'a embrassée. Je sais que c'est mal, qu'il est marié, que ma position est précaire, mais quand il me regarde, je me sens enfin visible. Les semaines suivantes racontaient leur liaison secrète, les moments volés dans la bibliothèque, les promenades dans le parc quand Camille s'absentait, et finalement, la découverte de sa grossesse. Je porte son enfant, notre enfant, un miracle que je n'attendais pas, mais que j'accueille avec tout mon amour. Comment lui annoncer? Il parle souvent de quitter Camille, mais les mots sont plus faciles que les actes. Pourtant, cet enfant mérite un père. Je vais lui dire demain. Mais le lendemain apportait le drame. Catastrophe. Camille m'a surprise alors que j'attendais Pascal dans son bureau. Elle a deviné ma grossesse. Mon teint, mes nausées matinales l'avaient alertée. Sa rage était terrifiante. Elle m'a menacée, m'a donné 1 heure pour quitter le manoir, a juré que si Pascal apprenait l'existence de l'enfant, elle utiliserait ses relations pour me détruire. Il ne quittera jamais son empire pour une gouvernante, a-t-elle dit, et je crains qu'elle n'ait raison. Les dernières entrées étaient déchirantes. Sophie décrivant sa fuite, sa peur, puis sa rencontre avec Josette, une ancienne collègue qui l'avait accueillie sans jugement, la lettre jamais envoyée à Pascal, copiée intégralement dans le journal, et enfin, les espoirs pour l'enfant à naître. Ma petite fille grandira peut-être sans connaître son père, mais elle saura qu'elle a été désirée, aimée dès sa conception. Je lui donnerai la médaille de Pascal pour qu'elle ait toujours un morceau de lui. Et un jour, peut-être, les routes se croiseront à nouveau. Élodie referma le journal, les joues baignées de larmes. Sa mère n'avait jamais cessé d'aimer Pascal, n'avait jamais voulu les séparer. Elle avait été victime des machinations de Camille et de sa propre vulnérabilité sociale. Antoine, qui était resté discrètement à proximité, s'approcha avec une tasse de thé. « Elle était extraordinaire », dit-il doucement. « Tu lui ressembles beaucoup. J'ai l'impression de la connaître enfin », murmura Élodie, « et de comprendre pourquoi elle ne m'a jamais parlé de mon père. Ce n'était pas par rancœur, mais par protection. »« Pour vous deux », confirma Antoine. Élodie regarda vers la chambre où dormait Madame Josette. « Je dois partager ceci avec Pascal. Il mérite de connaître la vérité complète. Dès qu'il sera réveillé, » promit Antoine. Un appel de l'hôpital interrompit leur conversation. Le visage d'Antoine s'éclaira tandis qu'il écoutait. « Pascal a repris conscience », annonça-t-il en raccrochant. « Les médecins sont optimistes. Un espoir nouveau naquit en Élodie. Peut-être que les chemins séparés par Camille 28 ans plus tôt allaient enfin pouvoir se rejoindre. « Allons-y », dit-elle, serrant le journal contre son cœur comme un talisman. Mais alors qu'il se préparait à partir, l'infirmière sortit précipitamment de la chambre de Josette. « Venez vite !» appela-t-elle. « Je crois que c'est la fin. » Élodie se précipita au chevet de sa mère adoptive. Josette respirait faiblement, mais ses yeux étaient clairs quand elle les posa sur Élodie. « Tu as lu ?» murmura-t-elle. « Oui, maman. Merci de l'avoir gardé toutes ces années. » Josette esquissa un sourire paisible. « Alors ma tâche est accomplie. Tu connais ton histoire maintenant. Des deux côtés. » Sa respiration devint plus laborieuse. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit plus tôt. »« Il n'y a rien à pardonner, » assura Élodie en serrant sa main. « Tu m'as donné tout ton amour. C'était plus que suffisant. » Josette hocha faiblement la tête, puis ses yeux se fermèrent lentement, sa respiration ralentit, devint plus espacée, jusqu'à ce qu'un dernier souffle s'échappe doucement de ses lèvres. Élodie resta immobile, tenant la main encore chaude de celle qui l'avait élevée. Aimée, protégée, les larmes coulèrent librement sur son visage, mais au fond d'elle, une certaine paix se mêlait à la douleur. Josette était partie en sachant qu'Élodie avait retrouvé ses racines, qu'elle n'était plus seule face à l'avenir. Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Elle est partie en paix, » dit-il doucement. « Elle savait que tu étais entre de bonnes mains. » Élodie acquiesça, incapable de parler. Entre ses doigts, elle serrait à la fois la main de Josette et le journal de Sophie, ses deux mères, enfin réunies dans son cœur. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit fatidique qui avait bouleversé la vie des Beaumont. Le ciel parisien, d'un bleu limpide,
contrastait avec l'atmosphère solennelle du petit cimetière de Montmartre, où Élodie se tenait, immobile devant la tombe fraîchement scellée de Madame Josette. La cérémonie avait été simple mais digne, comme l'aurait souhaité cette femme discrète, qui avait consacré sa vie à élever l'enfant d'une autre. Antoine et Amélie se tenaient de part et d'autre d'Élodie, silencieux piliers de soutien. Quelques anciens collègues de Josette, des voisins, et même certains clients réguliers du restaurant où Élodie travaillait, étaient venus rendre un dernier hommage. Elle aurait aimé cette journée, murmura Élodie, fixant la pierre tombale où le nom de Josette Martin voisinait désormais avec celui de Sophie Lenoir. Pascal avait insisté pour que la mère biologique d'Élodie repose enfin aux côtés de celle qu'il avait tant aimée. 2 femmes extraordinaires, acquiesça Amélie en serrant la main de sa demi-sœur. La petite assemblée se dispersait lentement. Élodie resta un moment, laissant ses pensées vagabonder. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions. Le deuil de Josette, l'arrestation de Delphine, retrouvée à l'aéroport avec un aller simple pour Buenos Aires, les aveux partiels de Julien, et surtout la lente convalescence de Pascal. « Tu es prête ?» demanda doucement Antoine. « Il nous attend. » Élodie hocha la tête et déposa une dernière rose blanche sur la tombe. « Allons-y. » La villa de Pascal à Neuilly était baignée de lumière printanière depuis sa sortie de l'hôpital 10 jours plus tôt. Il s'y reposait, suivant scrupuleusement les recommandations médicales. Au grand étonnement de son entourage qu'il avait toujours connu workaholique invétéré, ils le trouvèrent dans le jardin, assis sur une chaise longue, un dossier sur les genoux. Malgré sa récente épreuve, il semblait étrangement apaisé, comme si la confrontation avec la mort avait adouci ses angles les plus durs. « Comment s'est passée la cérémonie ?» demanda-t-il en voyant approcher le petit groupe. « Parfaitement », répondit Élodie, simple et belle, comme elle l'aurait voulu. Pascal lui prit la main, ce geste d'affection devenu naturel entre eux depuis qu'elle lui avait littéralement donné une partie d'elle-même pour le sauver. « J'ai quelque chose à vous montrer, à tous », annonça-t-il en leur tendant le dossier. Antoine le parcourut rapidement, puis releva la tête, stupéfait. « Tu es sérieux ?»« Jamais été plus sérieux de ma vie », confirma Pascal. L'infarctus a une façon particulière de clarifier les priorités. Élodie prit le document à son tour. Le lisant lentement, sa maîtrise de la lecture s'améliorant de jour en jour grâce à l'aide constante d'Amélie, la fondation Sophie Lenoir, lut-elle, incrédule, une fondation dédiée à l'alphabétisation des adultes et au soutien des mères célibataires, expliqua Pascal, dotée de 50 millions d'euros pour commencer. Amélie, qui lisait par-dessus l'épaule d'Élodie, émit un petit sifflement admiratif. « C'est énorme. Ce n'est qu'une fraction de ce que j'aurais dû faire il y a 28 ans, répondit Pascal. Si j'avais su pour Sophie, si j'avais eu le courage de défier Camille, si j'avais cherché plus longtemps. Tu ne peux pas changer le passé, interrompit doucement Antoine. Non, mais je peux façonner l'avenir. Pascal se tourna vers Amélie. J'aimerais que tu en sois la directrice. Ton expérience dans les programmes d'alphabétisation sera précieuse. Amélie resta bouche bée. Moi, mais je pensais que tu voudrais quelqu'un avec plus d'expérience en gestion. Je ne veux pas un gestionnaire. Je veux quelqu'un avec une vision, de la passion. Dans ce cas, Amélie sourit largement. J'accepte. Pascal se tourna ensuite vers Élodie. Et j'aimerais que vous en soyez l'ambassadrice. Votre parcours personnel incarnera parfaitement la mission de la Fondation. Élodie resta silencieuse un moment. Assimilant l'ampleur de cette proposition, je ne sais pas si je suis qualifiée. Vous êtes exactement ce dont cette fondation a besoin. Quelqu'un qui comprend viscéralement les défis que nos bénéficiaires affronteront. Elle hocha lentement la tête. Dans ce cas, j'accepte également. Et le restaurant, intervint Antoine. Le ciel de Paris, tu l'as vraiment acheté. Pascal sourit. Il sera transformé en espace culturel, avec une bibliothèque communautaire au rez-de-chaussée et un restaurant-école à l'étage, pour former des jeunes en difficulté au métier de la restauration. Élodie n'en croyait pas ses oreilles. « Vous avez pensé à tout. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à l'hôpital, » répondit Pascal. « Et j'ai réalisé que l'argent, le pouvoir, le prestige, tout ce que j'ai poursuivi pendant des décennies, ne valent rien comparé à ce qui compte vraiment. » Il y eut un silence méditatif, chacun absorbant les implications de ce changement radical de cap. « Et Julien ?» demanda finalement Antoine, abordant le sujet délicat que tous évitaient. Le visage de Pascal s'assombrit légèrement.
Il coopère avec les autorités. Il a accepté de témoigner contre Delphine en échange d'une peine réduite. Il a vraiment cru qu'elle l'aimait, soupira Amélie. L'amour nous rend aveugles, murmura Élodie. Se rappelant une phrase similaire dans le journal de sa mère, Pascal hocha la tête, pensif. J'ai embauché le meilleur avocat pour le défendre. C'est mon fils, malgré tout, mais il devra assumer les conséquences de ses actes. Le tintement d'une clochette interrompit leur conversation. La gouvernante annonça l'arrivée de Medurant. Le notaire, juste à temps, sourit Pascal. J'ai quelques papiers à signer. 1 heure plus tard, après le départ du notaire, Élodie et Pascal se retrouvèrent seuls dans le jardin. Amélie était partie préparer une présentation pour la future fondation et Antoine s'occupait des aspects administratifs de la restructuration des entreprises Beaumont. « Comment vous sentez-vous vraiment ?» demanda Élodie, observant les traits encore tirés de Pascal. « Physiquement, les médecins disent que je récupère remarquablement bien. Votre moelle fait des merveilles. » Il sourit. « Émotionnellement, c'est plus compliqué. Je comprends. Je ne suis pas sûr, » répondit-il doucement. « J'ai passé ma vie à construire un empire, à poursuivre une vision de réussite qui m'a coûté tout ce qui comptait vraiment, Sophie, vous, des années de bonheur authentique. » Il sortit de sa poche la vieille médaille dorée qu'Élodie lui avait confiée temporairement. Quand je lui ai offert ce médaillon pour son anniversaire, j'avais fait graver mes initiales dessus, pensant naïvement que cela la lierait à moi. Je ne savais pas à quel point ce serait vrai, ni comment ce lien traverserait le temps. Élodie prit le médaillon, le contemplant avec tendresse. Elle vous aimait tellement. Son journal en témoigne à chaque page. J'aurais dû être plus fort, plus courageux. Vous l'êtes maintenant, dit simplement Élodie. C'est ce qui compte. Pascal la regarda longuement. Vous avez les yeux de votre mère, et sa force, et vos talents d'orateur apparemment, sourit-elle. Amélie dit que j'ai fait taire toute une tablée d'administrateurs hier avec un seul regard. Il rit doucement. Le sang des Beaumont couplé à l'intégrité des Lenoir. Une combinaison redoutable. Un silence confortable s'installa entre eux. Pascal hésita, puis demanda « Avez-vous réfléchi à ma proposition concernant votre nom ? De devenir officiellement Élodie Beaumont-Lenoir ?» Elle hocha la tête. « J'y ai réfléchi, et j'accepte pour honorer mes 2 lignées, mes 2 héritages. »« Parfait, » sourit Pascal, visiblement ému. « Les papiers sont prêts, mais je voulais être sûre que c'était vraiment ce que vous vouliez. »« Ça l'est, » confirma-t-elle. « Même si je resterai toujours la fille de Sophie et de Josette dans mon cœur. Comme il se doit. » Élodie contempla le jardin paisible, songeant au chemin parcouru, du petit appartement où elle luttait pour joindre les 2 bouts à cette vie nouvelle qui s'ouvrait devant elle, non pas comme une princesse dans un conte de fées, mais comme une femme qui avait enfin trouvé sa place, son histoire, sa famille. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Comment avance-t-on à partir d'ici ?» Pascal regarda vers la maison où s'activaient déjà les premiers artisans de leur nouvelle aventure, jour après jour, en construisant quelque chose dont Sophie aurait été fière, dont vous pouvez être fière. Élodie sourit, serrant le médaillon dans sa main. Un cercle s'était enfin refermé. Mais un nouveau chemin s'ouvrait, non plus celui de la recherche d'identité, mais celui de la construction d'un héritage, à la Fondation Sophie Lenoir, dit-elle, en levant symboliquement un verre imaginaire. Et à sa première bénéficiaire, compléta Pascal, qui en est aussi devenue l'âme. Le soleil commençait à décliner, baignant le jardin d'une lumière dorée. Quelque part, songea Élodie, Sophie et Josette les regardaient, enfin apaisées. 1 an avait passé depuis cette soirée fatidique qui avait changé le destin de la famille Beaumont, le ciel de Paris, autrefois restaurant huppé où Élodie servait les élites parisiennes, était méconnaissable. L'espace avait été entièrement repensé. Au rez-de-chaussée s'étendait désormais une bibliothèque lumineuse aux étagères bien garnies, tandis que l'étage accueillait un restaurant-école où des jeunes en réinsertion apprenaient les métiers de la restauration. Ce soir-là, le lieu célébrait le 1er anniversaire de la Fondation Sophie Lenoir. La salle principale était décorée avec élégance. Des bouquets de roses blanches, préférés de Sophie selon son journal, ornaient chaque table. Des photographies retraçant l'année écoulée tapissèrent les murs, inauguration de centres d'alphabétisation dans les quartiers défavorisés, programme d'aide aux mères célibataires, atelier de lecture, Élodie, dans une robe bleu nuit, rappelant celle de sa première apparition publique en tant que Beaumont,
accueillait les invités avec une assurance qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder un an plus tôt. Son médaillon doré brillait fièrement sur sa poitrine, désormais symbole non plus d'un secret douloureux, mais d'un héritage assumé. « Tu es rayonnante », constata Amélie en s'approchant, resplendissante dans sa tenue vert émeraude. La métamorphose complète de la chenille en papillon. Élodie sourit. « Surtout grâce à toi, sans tes cours de lecture, tu aurais trouvé un autre chemin », affirma Amélie en serrant sa main. Les Lenoir-Beaumont sont tenaces. Un mouvement attira leur attention vers l'entrée. Pascal arrivait, s'appuyant légèrement sur une canne, séquelle mineure de son infarctus, mais qu'il portait avec une élégance tout aristocratique. À ses côtés, Antoine veillait discrètement, comme toujours. « Les deux femmes de ma vie », déclara Pascal en les rejoignant. En un an, ses traits s'étaient adoucis. Le masque d'homme d'affaires impitoyable remplacé par celui d'un patriarche bienveillant, la maladie avait accéléré son vieillissement physique, mais ses yeux brillaient d'une vitalité nouvelle. « Comment te sens-tu » s'inquiéta Amélie. « Parfaitement bien », assura-t-il. « Les médecins sont stupéfaits de ma récupération. Apparemment, les cellules souches de votre sœur font des miracles. Ou peut-être que la paix intérieure est le meilleur des remèdes, suggéra Antoine. Pascal acquiesça, balayant la salle du regard. C'est étrange de voir cet endroit transformé. C'est ici que tout a commencé. Et que tout recommence, ajouta Élodie, observant les jeunes apprentis naviguer entre les tables avec concentration. Le cycle est complet. La soirée battait son plein, personnalités du monde culturel, philanthropes, représentants d'ONG partenaires. La fondation avait rapidement acquis une solide réputation dans le paysage caritatif parisien. Sur scène, un quatuor à cordes jouait doucement, créant une atmosphère élégante mais détendue. Antoine s'approcha d'Élodie, lui tendant une enveloppe. Un petit cadeau pour l'anniversaire de la fondation. Intriguée, elle l'ouvrit pour découvrir des documents officiels. « Qu'est-ce que c'est ?»« Julien a signé tous les papiers », expliqua Antoine à voix basse. « Il renonce à contester ton adoption officielle par Pascal et reconnaît tous tes droits en tant qu'héritière Beaumont. » Élodie parcourut les documents, touchée non pas tant par l'aspect financier que par cette reconnaissance finale. « Comment va-t-il » demanda-t-elle doucement. « Aussi bien qu'on peut l'être en liberté surveillée », répondit Antoine. Le témoignage contre Delphine lui a évité la prison, mais il a perdu beaucoup, sa réputation, son statut, pas sa famille, intervint Pascal qui s'était approché silencieusement. Je ne l'abandonne pas, malgré tout. Élodie hocha la tête, comprenant cette loyauté complexe. La famille était la famille. Avec ses lumières et ses ombres, un mouvement près de l'entrée attira leur attention. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, visiblement nerveuse dans son uniforme de serveuse, tentait de déchiffrer le menu qu'un client impatient lui avait tendu. « C'est quoi ce chardonnay ?» balbutiait-elle, butant sur le nom du vin. « Chardonnay, ma petite », corrigea sèchement le client, un homme d'affaires au visage fermé. « Vous ne connaissez même pas les basiques. Quelle incompétence !» La scène était si étrangement familière qu'Élodie sentit un frisson la parcourir. L'histoire se répétait, comme pour lui offrir une chance de réécrire le passé. Sans hésiter, elle traversa la salle. « Tout va bien, Maryse ?» La jeune serveuse rougit violemment. « Je suis désolée, Madame Beaumont-Lenoir. Je n'arrive pas à... »« Ce n'est rien, » la rassura Élodie avant de se tourner vers le client. « Monsieur, notre restaurant-école forme des jeunes qui n'ont pas eu toutes les chances dans la vie. » Maryse apprend encore, mais son courage à affronter ces difficultés mérite respect et patience. L'homme parut décontenancé par cette intervention. « Je ne voulais pas... »« Je comprends, » coupa doucement Élodie. « Mais chacun mérite une seconde chance pour apprendre, et tous méritent d'être traités avec respect pendant cette journée. » Un silence s'installa, puis l'homme hocha la tête, visiblement embarrassé. « Vous avez raison. Mes excuses, mademoiselle. » Après avoir résolu la situation, Élodie prit Maryse à part. « Tu sais, j'étais comme toi il y a un an. J'avais honte de ne pas savoir lire correctement. Vraiment, mais vous êtes si accomplie. Aujourd'hui, peut-être, mais hier. » Élodie lui tendit une carte. « Viens à notre programme d'alphabétisation. Tu y es la bienvenue. » Les yeux de Maryse s'illuminèrent d'espoir. « Merci, madame, je viendrai. » De retour auprès de sa famille, Élodie remarqua le regard fier de Pascal. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien, sourit-il. Je pensais juste que Sophie serait fière, très fière,
L'heure du discours approchait. Amélie monta sur scène la première pour présenter les accomplissements de l'année écoulée, 6 centres ouverts, plus de 1000 adultes accompagnés dans leur apprentissage de la lecture, 200 mères célibataires soutenues dans leur parentalité et leur insertion professionnelle. Puis vint le tour de Pascal. En tant que fondateur et principal mécène, il remercia partenaires et équipes avant de céder la place à Élodie, l'âme et l'inspiration de cette fondation. Élodie gagna le podium sous les applaudissements. 1 an plus tôt, l'idée même de parler en public l'aurait terrifiée. Aujourd'hui, elle se tenait droite, le regard assuré. « Ce soir, » commença-t-elle, « j'aimerais partager avec vous quelque chose de très personnel. » Elle sortit de sa pochette une enveloppe jaunie par le temps, la fameuse lettre de Sophie, jamais parvenue à son destinataire. Cette lettre a attendu 29 ans pour être lue à voix haute, expliqua-t-elle. Ma mère biologique, Sophie Lenoir, l'a écrite peu avant ma naissance, avant de mourir en me donnant la vie. Un silence respectueux s'abattit sur la salle. Pascal, au premier rang, semblait figé, les yeux rivés sur cette relique du passé. D'une voix claire et posée, Élodie lut la lettre en entier. L'amour de Sophie pour Pascal, les menaces de Camille, les espoirs pour l'enfant à naître, sa lecture, fluide et émotive, témoignait du chemin parcouru depuis ses balbutiements avec Amélie. Quand elle arriva à la dernière partie, sa voix se fit plus douce. Quelle que soit la vie qui m'attend, j'ai appris à mon enfant, depuis mon ventre, à ne pas garder de rancœur, car le pardon libère celui qui pardonne, pas celui qui est pardonné. Notre fille trouvera son chemin dans ce monde, peut-être un jour jusqu'à toi, et quand ce jour viendra, j'espère que vous reconnaîtrez en l'autre ce que j'ai aimé en vous deux, ta passion, Pascal, et ma détermination. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de nombreux invités. Pascal, bouleversé, gardait les yeux baissés pour masquer son émotion. Élodie replia soigneusement la lettre. Cette fondation est née d'une histoire brisée, puis recousue. Elle existe pour que d'autres histoires puissent s'écrire, se lire, se partager, pour que les cycles de souffrance deviennent des cycles d'espoir. Après les applaudissements nourris, la soirée reprit son cours. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Élodie s'isola un moment sur la terrasse qui surplombait Paris illuminé. Elle sentit la présence de Pascal avant même qu'il ne parle. « Une belle soirée », dit-il en s'approchant. « Une belle année », corrigea-t-elle. Il acquiesça, contemplant les lumières de la ville. « J'ai signé les papiers aujourd'hui. Le ciel de Paris t'appartient désormais légalement. » Élodie sourit. « Merci, mais il appartient surtout à ceux qui y trouvent un nouveau départ. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, savourant ce moment de paix. Pascal sortit de sa poche un écrin qu'il lui tendit. « J'avais prévu de te l'offrir ce soir. » À l'intérieur se trouvait une nouvelle médaille, similaire à l'original mais gravée de 3 initiales entrelacées, S, J, E. Sophie, Josette, Élodie. « Pour que tes 2 mères soient toujours avec toi, » expliqua Pascal, « comme tu les portes dans ton cœur. » Émue, Élodie l'embrassa tendrement sur la joue. « Merci, papa. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, et ce simple mot contenait tout un monde de réconciliation. Sur la terrasse du ciel de Paris, transformée, ils contemplèrent la ville où leur histoire avait commencé, s'était brisée, puis reconstruite. Dans la salle derrière eux, Maryse s'exerçait discrètement à lire la carte des vins, accompagnée par Amélie qui la guidait avec patience. Le cycle était complet, et un nouveau commençait déjà,